Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus avec nous dans ce webinaire. Nous rappelons que ce webinaire est réalisé dans le cadre des travaux de recherche de l'ANECLEA. ANECLEA est une association nationale à caractère scientifique qui a pour objet de promouvoir les travaux des enseignants-chercheurs qui s'inscrivent dans le domaine des langues étrangères en Algérie. Nous invitons chaleureusement les participants à ce webinaire d'interagir par des questions qui portent sur la préparation au concours de doctorat en tenant compte de l'aspect psychologique de la question. Nous remercions en premier lieu le docteur Rafiqa Hafdallah d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Nous rappelons que Dr Hafdallah est spécialiste en psychologie clinique, psychothérapeute qui a plus de 20 ans d'expérience sur le terrain, ancien président de l'Association pour l'aide psychologique, la recherche et le perfectionnement et directrice du Centre de prévention et de prise en charge psychologique. Nous avons également avec nous M. Afif Mouad, doctorant inscrit en 4e année de thèse à l'Université Batna 2 dans le domaine de la littérature et interdiscours. Il est également administrateur de groupe Facebook depuis 4 à 5 ans, à savoir doctorat littérature francophone. Nous avons également demoiselle Céline Nasser, doctorante inscrite en 2e année de l'ENS, à l'ENS d'Alger en domaine de la didactique des langues. Et demoiselle Hayat Boujouma, doctorante également inscrite en 2e année à l'ENS d'Alger dans le domaine des sciences du langage. À la modération de ce webinaire, vous aurez M. Bourhan Belzar, inscrit en 4e année de thèse à l'Université de Blida 2, dans le domaine de la sociodidactique et didactique du plurilinguisme. Je suis administrateur de 2 groupes sur Facebook, à savoir doctorat FR et doctorat sciences du langage. Dans ce webinaire titré « Réussir mon concours de doctorat, conseil et coaching », nous essaierons à travers l'expérience du docteur Hafdallah et nos 3 doctorants de répondre aux préoccupations de nos futurs doctorants. Hayat Boujouma qui va nous parler de la préparation le jour J pendant le concours. Nous aurons Céline Nasser comment surmonter l'échec et M. Afif Mouad qui abordera le volet psychique avant le concours. Sans tarder, nous donnons la parole à docteur Hafdallah. Docteur Hafdallah, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? C'est bon? Bonjour, docteur Hafdallah. On vous entend très bien. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier l'association ANECLEA pour toutes les activités qu'elle est en train de réaliser et qui visent essentiellement promouvoir le domaine de la recherche dans les sciences du langage et des langues étrangères. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce webinaire avec nos chers étudiants et doctorants. Et je vais essayer par ma petite présentation d'aujourd'hui de vous présenter quelques petits conseils pour vous aider à mieux vous préparer pour le concours du doctorat. Donc, je vais partager avec vous la présentation. Elle est où? Elle est là. Vous arrivez à la voir? Oui. Très bien. Et de la réussite. Réussir mon concours de doctorat, conseil et coaching. Très bien. D'abord, je vais commencer ma présentation par quelques citations pour essayer en guise d'introduction. La première citation, c'est « Votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude ». La deuxième citation, « Si vous mettez votre cœur dans la réalisation de vos projets, si la passion dévore et que rien ne vous arrête, succès il y aura. » La troisième citation, c'est celle de Boris Cyrulnik, qui est le spécialiste de la résilience. Il dit « La réussite est souvent la souffrance
la réussite est souvent même le bénéfice secondaire d'une souffrance cachée. Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, oui, 5 sur 5, madame. Très bien. Nous sommes avec vous, madame. Nous sommes Comment? avec vous. On est avec vous. Ah, On merci. vous suit. Très, très bien. Et donc, comme je le disais, à travers ces 3 citations, je voulais démarrer ma présentation sur les conseils à donner pour les candidats au concours de doctorat, quelle que soit leur spécialité. C'est en fait pour vous dire d'abord que la première chose à faire, c'est de savoir d'abord qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est pas parce que le concours de doctorat s'inscrit dans on va dire, une des étapes de l'enseignement supérieur et par rapport au système LMD, donc on a la licence, le master et après le doctorat. Il ne suffit pas d'avoir l'envie juste de terminer ses études qui sera le motif essentiel de s'inscrire pour le concours de doctorat. Donc, il faudrait que pour assurer la réussite dans ce concours, c'est d'essayer d'abord de se dire est-ce que j'ai envie réellement de passer ce concours-là, de 1, et de 2, quel est l'intérêt de passer ce concours? Est-ce que j'ai envie d'avoir un cursus ou un projet de m'inscrire donc dans l'enseignement supérieur, de m'inscrire dans la recherche scientifique et quels sont mes objectifs? Et c'est ça, je pense que c'est la première question à laquelle on doit, ou un étudiant ou un candidat au concours de doctorat doit se poser comme question. Est-ce que c'est ça ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de terminer, on va dire, une grande partie de ma vie à travailler dans l'enseignement et à assurer des travaux de recherche et à encadrer des travaux de recherche? Et donc, ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. L'autre chose à laquelle un candidat au concours de doctorat, doit se poser aussi ou avoir sous l'œil, c'est la question du désir. Le désir, en fait, est quelque chose de très, 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 très important dans la réussite et à la préparation à n'importe quel concours ou à n'importe quel examen. Quand on parle de désir, on parle aussi en termes de psychologie, on parle d'investissement. C'est-à-dire que quand on parle de désir, il ne faudrait pas aussi qu'on ait juste l'envie de faire quelque chose, mais aussi quelle quantité, on va dire, d'énergie, d'investissement je vais mettre dans ce projet. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, et j'ai commencé, comme vous l'avez vu dans ma présentation, à vous donner les citations et qui vont nous permettre, enfin, vous voyez bien qu'on nous dit, si vous mettez votre cœur dans la réalisation de vos projets, succès il y aura. Et donc, le désir va nous permettre de mobiliser tant sur le plan cognitif que sur le plan affectif une énergie importante et cette énergie qui va se transformer par la suite en effort et va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'est tracé dès le départ. Sur la citation de Boris Cyrulnik qui nous dit la réussite est souvent même le bénéfice secondaire d'une souffrance cachée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la réussite n'est pas toujours, ou n'émane pas toujours de situations de bonheur et de situations de confort. Donc, il y a parfois, la réussite peut émaner de personnes ou de situations. On est soit dans une souffrance, soit on est dans des situations de difficulté. Et ce sont ces moments de difficulté, ce sont ces moments de faiblesse qui vont constituer pour nous
pour les êtres humains, souvent, surtout des personnes qui ont beaucoup de volonté, qui ont un déterminisme important, d'essayer d'avancer et c'est-à-dire d'arriver à leur objectif. On va passer maintenant à la troisième présentation, enfin troisième slide, c'est par rapport à la réussite. Quels sont les ingrédients importants qu'il faut mettre pour atteindre cet objectif qui est la réussite? La première des choses à laquelle il faudrait d'abord qu'on travaille, c'est essayer d'abord, la première des choses, faire attention, et là vous voyez la cloche, faire attention à la première chose qui est le stress et sur lequel on va essayer aujourd'hui de travailler pour essayer de l'éviter. La deuxième chose, c'est par rapport aux problèmes de sommeil ou de troubles du sommeil. La troisième chose, c'est par rapport à la procrastination. Et le troisième élément, c'est faire attention pour avoir une alimentation équilibrée. Je vais essayer maintenant de revenir sur ces éléments-là un par un. Le premier élément, c'est le stress. Le stress est une situation qui peut être une situation normale, mais elle peut être aussi une situation pathologique. Elle peut être une situation normale dans le sens, c'est que quand on stresse, c'est ça ce qui va nous pousser à faire des efforts, c'est ce qui va nous pousser à perfectionner le travail, mais le stress peut avoir aussi un impact négatif sur notre fonctionnement intellectuel, sur nos fonctionnements cognitifs, mais il peut aussi avoir un impact négatif sur notre fonctionnement affectif et de ce fait perturber notre fonctionnement général. Et donc, c'est-à-dire que la question du stress, en fait, pour vous expliquer le mécanisme, en fait, sur le plan de la personnalité, en fait, notre personnalité, elle se constitue de deux sphères. La première sphère, c'est ce qu'on appelle la sphère cognitive, et on a la sphère affective. Ces deux sphères, en fait, elles ne sont pas une à côté de l'autre, mais elles sont elles se mélangent, si on peut dire, et l'une influence l'autre. Et pour que notre fonctionnement intellectuel ou cognitif puisse fonctionner, on a besoin d'un minimum, je dis bien d'un minimum d'excitation. Ça veut dire quoi, un minimum d'excitation? C'est-à-dire que sur le plan affectif, il ne faudrait pas qu'on soit trop perturbé. C'est-à-dire que quand on est perturbé, donc cela veut dire que notre psyché va être soumise à une forte excitation et cette forte excitation va perturber notre fonctionnement intellectuel. Et c'est ce qui va donner lieu à des petits problèmes d'attention, de concentration, mais ça peut parfois perturber de façon très très importante au point d'arriver à ce qu'on appelle une inhibition cognitive. Et une inhibition cognitive, c'est une incapacité à faire fonctionner les aptitudes cognitives et de ce fait, on se retrouvera face à des situations, ce qu'on appelle couramment les blocages. Ce blocage peut être un moment, ça peut se faire pendant le moment où on révise, mais ça peut aussi arriver au moment de l'examen ou au moment du concours et c'est la situation la plus difficile à gérer au moment du concours. Je peux continuer? Vous me suivez? Il n'y a pas... Oui. Ah, très bien. Oui, nous sommes totalement avec vous, madame. Ah, très bien, je vous remercie. Donc, le deuxième point, c'est par rapport au sommeil. Le sommeil est très, très, très important. C'est-à-dire que quand on... Oui? On vous reçoit 5 sur 5, madame.
Ah, très bien. Donc, la deuxième difficulté et qui peut perturber la préparation psychologique au concours, c'est aussi les problèmes de sommeil ou les troubles du sommeil. Et on sait à quel point et comment le sommeil est un moment qui va réguler le fonctionnement physique de la personne, et c'est ce qui va permettre de régénérer l'énergie et aider à ce que la personne se repose et qu'elle puisse être le lendemain au meilleur de sa forme pour pouvoir travailler. On sait que aussi les troubles du sommeil, ce sont des troubles qui vont, comme on l'a dit, perturber le fonctionnement général de la personne, mais de façon particulière, le fonctionnement, on va dire, psychique. On a aussi la troisième chose à laquelle il faudrait faire attention, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Cela veut dire quoi? En arabe, on l'appelle التسويف, donc من كلمة سوف. Et c'est ce qui fait que généralement, les personnes qui se retrouvent dans des difficultés, par exemple, par rapport à la préparation, ou ceux qui se retrouvent dans des difficultés pour réaliser les objectifs qui se sont tracés, eh ben, ils se retrouvent dans cette situation-là et qu'ils se retrouvent dans des situations où ils sont vite et rapidement perturbés par l'environnement extérieur, et cet environnement extérieur va faire en sorte à les distraire facilement. C'est-à-dire qu'au moment, je ne sais pas, je suis en train de réviser, je peux être aussi à ce moment-là sensible à ce qui se dit dans la salle à côté, je peux être sensible à la télé, je peux être sensible à ce qui m'anime intérieurement. Par exemple, je me dis dans la journée, je dois, par exemple, la matinée travailler, mais l'après-midi, je dois m'occuper d'autre chose. Et à ce moment-là où je travaille, je vais, au lieu de me concentrer sur la tâche qui est devant moi, je vais essayer de programmer l'activité qui est déjà programmée pour l'après-midi. Et c'est ce qui fait que, en fait, la procrastination est liée aussi souvent à des problèmes de concentration et d'attention. Et donc, si on veut arriver à ces objectifs, et en fait, il faut essayer de lutter contre ce phénomène de procrastination. En fait, je vais m'arrêter, si vous permettez, un petit moment autour de ce concept, parce qu'en fait, c'est un concept qui est à la fois lié à des phénomènes d'ordre conscient, mais il peut être aussi lié à des phénomènes inconscients. Quand je dis des phénomènes conscients, c'est-à-dire que c'est parfois le stress qui va pousser à la procrastination. Et donc, c'est ce qui va me permettre de dire, au lieu d'arriver à l'objectif, à faire en sorte à avoir comme ça des petits objectifs pour arriver à atteindre l'objectif global et général, en fait, je vais être, comme je l'ai dit tout à l'heure, perturbée par des petites choses, on va dire, de la vie de tous les jours. Mais il y a aussi des phénomènes qui sont inconscients, et ce sont vraiment des choses très, très difficiles, c'est-à-dire à identifier par les doctorants, parce que c'est quelque chose qui sera, c'est-à-dire qu'on ne peut arriver à comprendre ces phénomènes inconscients que par un travail de psychothérapie. Et je voulais m'arrêter là, parce qu'en fait, ça, on ne peut le comprendre que dans le cas où on a, par exemple, des personnes
qui ont beaucoup de capacités sur le plan académique, des personnes qui ont l'habitude de réussir, d'avoir de bonnes notes, d'avoir de bonnes performances à tous les, on va dire dans tous les modules, qui ont eu un parcours jusque-là, on va dire, normal, mais arrivé à un stade, ils se retrouvent dans des situations d'échec, mais ces situations, d'échec, ce sont des situations d'échec à répétition. Quand ça devient un phénomène à répétition, il faudrait à ce moment-là se poser la question: qu'est-ce qui se passe? Parce que par moment, notre inconscient peut nous jouer des détours et nous pousser à l'échec, même si de façon consciente, on a envie de réussir. Et donc ça, il faut qu'on fasse attention, et ça c'est pour dire un peu quelle est la limite de la procrastination et à quel moment on peut dire c'est un phénomène naturel et normal parce qu'il permet de gérer le stress, et à quel moment ça devient quelque chose de, on va dire, de l'ordre du pathologique, ça va devenir un problème et un trouble, et donc ça ne permettra pas, ou ça ne permettra pas plutôt à la personne d'évoluer et d'arriver à ses objectifs. L'autre point sur lequel il faudrait que l'on fasse très attention, et que même si c'est quelque chose que vous allez trouver peut-être banal, de parler de l'alimentation, mais l'alimentation est un élément très 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 important dans le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention à beaucoup de personnes qui se retrouvent, notamment dans les moments de des préparations de concours, à travailler pendant de longues, c'est-à-dire durant une longue période, à avoir des problèmes de sommeil, à veiller, à prendre beaucoup plus des produits comme le café, le thé, pour essayer de se rafraîchir la mémoire, mais plutôt à ne pas avoir une alimentation équilibrée. Et il faut faire attention à, même si quelle que soit la quantité de travail qu'on a, il faudrait qu'on essaye de trouver un moment d'abord pour bien s'alimenter. Et quand je dis bien s'alimenter, c'est-à-dire ne pas sauter les repas, mais aussi avoir une alimentation équilibrée, en insistant sur des produits ou des aliments qui boostent le fonctionnement du cerveau. Bien sûr, sans oublier, comme on l'a dit tout à l'heure, faire attention pour avoir des moments de repos, et surtout d'avoir un sommeil équilibré. Donc, la chose, on va essayer maintenant de passer à des choses et qui sont très, 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 très importantes, et qui sont, on va dire, ce sont les éléments sur lesquels on va travailler aujourd'hui pour essayer de voir, pour arriver à la réussite, arriver à l'objectif, qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, il faut, la première des choses, là je les ai notées, mais je ne les ai pas classées par ordre de priorité, mais je pense que si on doit les classer par ordre de priorité, la première des choses, c'est que d'abord, être connecté avec ses objectifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on doit se tracer des objectifs. Qu'est-ce que je veux? Et les écrire comme ça, et être connecté. C'est-à-dire que quand je dis connecté, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi que quand je travaille, il faudrait que mes objectifs ne soient pas en décalage avec mes efforts. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, moi j'ai envie
d'avoir le doctorat, j'ai envie d'être enseignant à l'université, d'encadrer des travaux de recherche ou mener des travaux de recherche, alors que par ailleurs, c'est-à-dire que les efforts que je déploie pour arriver à cet objectif-là ne sont pas en cohérence. C'est-à-dire qu'il faudrait que les objectifs soient aussi associé à l'effort, qu'il n'y ait pas de décalage. Et à ce moment-là, s'il y a décalage, là aussi, on va sortir du cadre de la normale et on va se retrouver avec, on va dire, des choses de l'ordre du pathologique. L'autre chose à laquelle, qui permettra la réussite, c'est la persévérance. C'est-à-dire quoi la persévérance? C'est-à-dire que ces objectifs-là, quels que soient les obstacles que je vais rencontrer dans mon chemin, ces obstacles-là, je vais essayer de faire en sorte à les dépasser. Et à avoir l'objectif, c'est-à-dire à l'avoir tout le temps, même dans les moments où il y a des doutes, même dans les moments où il y a la peur, dans les moments où je manque de confiance par rapport à mes capacités, j'ai peur de ne pas arriver, mais il faudrait que, quel que soit, il faudrait que j'ai cet objectif devant moi et que je travaille de façon régulière, de façon et avoir cette persévérance pour pouvoir arriver à dépasser les échecs, mais dépasser aussi les difficultés qui peuvent entraver ce processus, on va dire, de préparation. Il y a aussi la question de comment on peut canaliser son énergie. Quand on parle de canaliser son énergie, il faut savoir d'abord que ce qui nous pousse à travailler, c'est l'énergie. Ce qui nous pousse à fonctionner, on va dire de façon générale, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de s'alimenter, ce qui va nous permettre de réviser, de préparer un concours, d'écrire un article scientifique, d'éprouver de l'amour envers ses proches, d'éprouver du désir pour travailler, toutes ces choses-là, en fait, sont le fruit de l'énergie. Mais en fait, cette énergie, il faudrait que, généralement, du fait que, comme étant des personnes ou des doctorants, on va prendre l'exemple des doctorants, en fait, leur énergie, du moment qu'ils essayent un peu de travailler pour arriver à avoir le concours et avoir une carrière, continuer leur carrière universitaire, en fait, cette énergie, elle est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est bien canalisée. Mais il se trouve que par moment, on peut avoir de l'énergie, mais qui est mal canalisée. Quand je dis mal canalisé, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a ce qu'on appelle de l'énergie libre. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les cas du stress, dans le cas où on n'arrive pas à avoir ou à mobiliser la concentration et l'attention qu'il faut, à ce moment-là, il peut y avoir de l'énergie qui ne sera pas bien canalisée parce qu'on n'arrive pas, parce qu'il y a des moments où la personne peut être dans des situations de débordement psychologique, et c'est ce qui va faire que cette énergie va circuler de façon libre, et quand elle va fonctionner de façon libre, elle ne permettra pas cela ne va pas permettre sa canalisation et va perturber la personne. Et c'est la raison pour laquelle ce qui va se passer quand on se retrouve dans ces situations-là, il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire que
Quand je dis de l'énergie libre, cela veut dire qu'il y a des moments où on n'arrive pas, comme je l'ai dit, à se concentrer, à avoir l'attention, à mobiliser l'effort qu'il faut. Et à ce moment-là, si on est dans cette situation-là, il faudrait faire attention à ne pas s'obliger à continuer à travailler. Pourquoi? Parce que si on continue à travailler, de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que d'abord, on ne travaillera pas parce qu'on va se retrouver dans un cercle vicieux. Et d'un autre côté, ce qui va se passer, c'est que notre angoisse ou peut-être notre anxiété va augmenter. Et quand ça augmente, ça risque de générer parfois des sentiments de culpabilité. On se dit que même la personne, elle est là, mais elle peut se dire, ça fait, je ne sais pas, 3 heures que je suis là, je n'ai pas travaillé, les autres sont en train d'avancer, moi, je n'avance pas, pourquoi? Et ça donne lieu à tout un processus, comme je l'ai dit, d'anxiété, de colère, de sentiment de culpabilité et sentiment d'échec. Le problème qui va se poser, c'est que parfois, quand on arrive à mieux gérer son énergie et à mieux gérer son stress et surtout ces moments de doute-là, quand on arrive à les dépasser, on ne va pas tomber dans des situations, ce qu'on appelle les échecs à répétition. C'est-à-dire qu'on ne va pas camper. Et c'est la chose à laquelle il faut faire attention parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de compétences, mais qui se retrouvent campées dans l'échec. C'est-à-dire qu'ils sont là et ils ont du mal à se relever et à essayer d'aller de l'avant parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à gérer ces moments-là. Et pour les générer, ce qu'il faut faire, et ça c'est valable, le conseil que je vais vous donner, il est valable dans toutes les situations, c'est-à-dire que quand je dis toutes les situations, qu'elles soient liées au concours, mais à d'autres situations, quand on n'est pas bien, quand on n'arrive pas à mobiliser l'effort, à ce moment-là, il faut savoir s'arrêter. S'arrêter, fermer les documents, essayer de canaliser cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Chacun, on va dire, a sa recette. Quand je dis chacun a sa recette, et il faudrait qu'on voit quelle est, c'est-à-dire que chaque doctorant doit voir quel est le meilleur moyen qui va lui permettre d'être en meilleur état psychologique. Par exemple, il y a des personnes qui sont plutôt dans l'action et dans le mouvement. Et ces personnes-là, on va leur proposer, par exemple, d'arrêter de faire des mouvements, faire un exercice physique, s'arrêter, faire quelques mouvements, ou peut-être s'arrêter et faire une petite marche de quelques minutes. Il y a des personnes aussi, par exemple, pour les jeunes filles qui sont portées sur le shopping et qui sont un peu dans le mouvement, un petit, je ne sais pas, il y a des moments où on peut faire une sortie, ça peut aider à canaliser l'énergie. À des personnes qui peuvent canaliser, même si ce sont des moments qui ne sont pas conseillés, il y a des personnes qui arrivent à canaliser leur énergie en mangeant, même si ce n'est pas une bonne chose, mais ça permet pour certaines personnes de canaliser leur énergie. Donc, chacun de vous va essayer de voir quel est le meilleur moyen pour essayer de baisser cette tension-là, à essayer d'être dans un meilleur état pour pouvoir continuer. Je continue? Ça... Oui, peut-être qu'on aura une occasion peut-être de donner la parole à nos doctorants aussi et ouvrir par exemple le débat pour les participants. Est-ce que vous terminez, madame, sur cela? Est-ce que vous aurez d'autres choses à dire? Enfin, ma présentation, en fait, je n'ai pas encore parlé de l'essentiel, mais maintenant, si vous voulez que je m'arrête là, il n'y a pas de problème. En tout cas, il me reste 3 slides. Nan? Oui, c'est intéressant. Intéressant, madame. Vous continuez, oui. Je continue? Merci. Je vais essayer d'être
de faire une brève présentation. La chose à laquelle, et le troisième élément auquel il faudrait qu'on prête aussi attention, c'est par rapport au travail. Comment on travaille? Il faudrait que d'abord planifier son travail, ne pas travailler de façon anarchique, c'est-à-dire organiser ses temps de travail à chacun sa méthode à ce moment-là, soit de travailler en individuel, travailler en groupe, planifier soit la journée ou planifier la semaine. Il y a des personnes qui travaillent, par exemple, la matinée des modules qui sont préparer la méthodologie et l'après-midi travailler les modules, on va dire, de spécialité. Il y a des personnes qui vont opter pour une semaine. À ce moment-là, chacun, c'est-à-dire, va s'organiser comme il le veut, mais le plus important, c'est de ne pas travailler de façon anarchique. Donc, l'intérêt pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir et par rapport à cela, il y a des étudiants, des doctorants qui vont revenir sur les sujets des années précédentes pour essayer de voir généralement quels sont les domaines sur lesquels on pose des questions. Le jour de l'examen, il faut bien sûr avoir une copie lisible et bien présentée. Et surtout, la chose la plus importante, c'est d'avoir une méthode de présentation. C'est-à-dire que quand je rédige, il faudrait que celui qui lit ma copie comprendra que je suis une personne organisée et que dans ma tête, les choses sont bien structurées. Et donc, on sait que quand on est bien structuré dans sa tête, bien sûr, le fruit, c'est la copie. Et donc, on a une copie qui est bien présentée, mais aussi que les informations ou les données que je mets sur ma feuille sont bien présentées. Il y a des personnes qui vont, je ne sais pas, à titre d'exemple, on va aller du général au détail, plutôt, il y a d'autres personnes qui vont parler de points spécifiques pour aborder la question de façon générale. Pour ces trois éléments, grands éléments ou axes sur lesquels on vient de se pencher, il y a un élément essentiel qui est la gestion du savoir gérer son temps. Il y a un proverbe qui dit « Le temps est toujours déterminé par tes sentiments et tes conditions psychologiques, pas par ta montre. » C'est-à-dire que le temps réel, il y a un temps réel, mais un temps aussi psychologique. Quand je dis un temps psychologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit moment de travail, mais dans ce moment-là, comme si on est bien déterminé, si on est bien organisé, on peut faire dans cette, on va dire, heure de travail ou ce petit quart d'heure, ce qu'on ne peut pas faire dans un autre moment pendant, on va dire, 2 heures ou un peu plus. Donc, la question du temps, elle est importante. Elle est importante pour la révision, elle est importante pour se donner, comme on l'a dit tout à l'heure, des temps de pause, des temps pour la révision. Elle est importante aussi au moment du concours, le jour J, pour essayer de gérer le moment où il faut travailler sur le brouillon ou le moment où il faut travailler sur la copie propre et quel est le temps que je vais accorder pour chaque question. On va passer maintenant à des exercices que je vais vous donner. On va peut-être demander à nos chers doctorants qui sont présents avec nous d'essayer de faire ces exercices-là. On va essayer de le faire ensemble. La première des choses, c'est par rapport aux exercices. On a les exercices de respiration, mais on a aussi ce qu'on appelle les exercices d'ancrage. En fait, pour les exercices de respiration, ce sont des exercices qui vont nous permettre de gérer le stress. C'est-à-dire que ces exercices-là, moi, je vous conseille de commencer à les faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment du concours, mais vous pouvez aussi les faire pour le jour du concours. En fait, ce que je vais vous donner comme exercice, ce n'est pas la relaxation. La relaxation, c'est tout un processus, ça prend du temps, on a besoin de des conditions matérielles qui ne sont pas à notre portée
au moment du concours, mais aussi au moment de la révision. Donc, on va travailler uniquement sur les mouvements de respiration. Vous me suivez? Oui, 5 sur 5, madame. Oui. Allez. Très bien. Je pense que vous ne pouvez pas me voir. Vous voyez plutôt la... On est avec vous, madame. Hey, vous suivez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer. Ces exercices-là, ce sont des exercices très faciles à faire et vous pouvez les faire pour n'importe quelle situation de stress. La première des choses qu'on peut faire, c'est que d'abord, on s'assied sur une chaise comme on est en train de le faire. Donc, on essaye de mettre les pieds dans le sol, comme ça. Et puis, ce que vous pouvez faire, en fait, il y a 3 méthodes. Soit vous essayez, vous êtes là comme ça, assis, et puis vous respirez. Et puis, vous bloquez pour un moment, vous retenez. Après, pour la rétention, à chacun ses capacités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à garder l'air dans le ventre. Et donc, vous pouvez compter 1, 2, 3 et puis vous expirez. Je bloque. Pour cet exercice, au départ, vous allez trouver c'est quelque chose de très banal. Et c'est quelque chose qui peut ne pas avoir de l'intérêt et qui peut ne pas avoir des bénéfices. Moi, personnellement, c'est ce que je pensais au départ. Je me suis dit quand même, mais ça peut pas fonctionner. Mais en fait, ça fonctionne très, 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 très bien. Et c'est une méthode que moi, personnellement, je n'utilisais pas avant, mais que j'utilise actuellement, surtout que j'ai utilisé pendant le confinement, et ça aide énormément. En fait, c'est un processus non pas uniquement psychologique, mais c'est un processus aussi physique. Parce que qu'est-ce qui va se passer au moment où on respire et on garde l'air? Ce qui va se passer, quand notre poumon va prendre une quantité importante de l'air, en fait, il va sécréter un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine. La sérotonine, en fait, on l'appelle souvent hormone du bonheur, mais en fait, ce n'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur. Et l'intérêt de ce neurotransmetteur, c'est en fait qu'il agit sur l'anxiété, la dépression et l'humeur. Donc, c'est vrai, quand on le fait une fois, ça ne donne pas l'effet. Mais il faudrait que ça devienne comme un rituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis dans une situation d'anxiété ou de stress, je vais avoir cette attitude-là et vous allez voir que progressivement, ça va vous aider et ça va améliorer votre qualité, on va dire, de vie. Ce que vous pouvez faire aussi et que je trouve meilleur que le premier exercice, c'est en fait de faire comme ça. Mettre les mains derrière, comme ça, sur la nuque. Et parce que ça, c'est important parce que la cage thoracique va s'ouvrir et elle va permettre à la personne de faire rentrer une grosse quantité d'air, comme ça. Et vous faites ça comme il y a des personnes qui vont dire non, certains psy vont vous suggérer de compter jusqu'à 30. Faites-le comme vous voulez. Si vous sentez que c'est difficile, faites-le pendant. Vous comptez 1, 2, 3 et vous arrêtez. Après 5 et après vous augmentez le temps de la respiration. Le plus important, c'est d'essayer de le faire souvent. Vous pouvez aussi faire un exercice qui m'aide, c'est pareil, c'est la même chose. En fait, mettre vos mains, vous allez, comme si vous allez serrer le dos de la chaise et ça va vous permettre d'ouvrir la cage thoracique et ça va permettre une sécrétion plus importante de l'hormone du bonheur. On va passer après à des exercices, ce qu'on appelle l'ancrage. Ça, c'est l'exercice de respiration. Il y a un proverbe qui dit « Si vous respirez correctement, votre esprit va se calmer ». On a une autre
une autre technique, ce qu'on appelle l'ancrage. En fait, l'ancrage, c'est une technique qui permet de situer correctement, de se situer correctement dans un état émotionnel. C'est-à-dire que pour l'ancrage, on a on a plusieurs types d'ancrage. On a l'ancrage physique et on a l'ancrage mental. Donc, deux types. L'ancrage physique, c'est quoi? C'est en fait que quand je suis stressée, je vais essayer de réfléchir à une situation dans laquelle j'ai envie à ce moment-là d'être. C'est-à-dire que quand je suis stressée, on va réfléchir et on aura l'envie et le désir d'être dans une situation où on est calme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de penser à une situation où on a été calme. N'importe quelle situation. Je suis dans mon lit, je lis un livre, mais je suis calme, je ne sais pas, je suis en bord de mer, je suis dans la forêt, je suis dans un moment de calme. Après, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de faire un mouvement que je vais associer à cet état. C'est-à-dire que je peux, par exemple, mettre ma main sur ma poitrine, par exemple, et je vais réfléchir à ce moment-là. Et je vais le faire plusieurs fois. Ce qui va se passer, en fait, c'est que notre cerveau va faire comme un travail de connexion et d'association, et donc il va associer le mouvement de main sur la poitrine, il va l'associer à un moment de calme. Et donc, au moment où le concours du doctorat, quand je suis stressée, si je fais comme ça, je vais me sentir dans l'état dans lequel j'ai pensé la première fois. Et ça, c'est un phénomène très simple, mais ce sont des choses, par exemple, c'est comme quand vous pensez vous écoutez une mélodie, vous écoutez une chanson, souvent, la même mélodie est associée souvent au même sentiment. Ça peut être un moment de joie, ça peut être un moment de bonheur, mais ça peut être aussi un moment de tristesse. Même si le moment qu'on n'est pas triste, mais le fait de d'écouter la musique, elle nous plonge directement dans l'état. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est au niveau du cerveau, il y a eu des associations, il y a eu des connexions. On peut faire aussi un autre exercice très facile aussi pendant le concours, le jour de l'examen. Par exemple, si je sens que je n'arrive pas à travailler, je suis stressée, je peux m'arrêter, tourner ma feuille d'examen, ne pas avoir de stimuli perturbateurs par rapport au concours. Et je peux, par exemple, prendre n'importe quoi, un stylo par exemple, et essayer de le toucher. Essayer de le toucher, voir ça commencer, c'est dur, c'est lisse, et puis je vais regarder aussi comment c'est fait, la couleur, les dimensions et tout. En fait, c'est un moment qui va permettre à l'esprit on va contourner, c'est-à-dire on va le contourner et on va lui, comme on dit, pour un tout petit moment, pour qu'il se détourne un peu de l'anxiété et du stress pour canaliser cette énergie et après revenir à ce moment-là à la situation initiale qui est la situation de l'examen ou du concours. On a aussi d'autres méthodes qu'on peut faire aussi, c'est la méthode de la visualisation, c'est-à-dire qu'au moment où je travaille, j'essaye de m'imaginer en train de, je ne sais pas, de faire un cours ou de préparer, je ne sais pas, une conférence ou peut-être je suis là dans un labo avec mes doctorants. Ce sont des choses, c'est-à-dire mes rêves, ce que j'ai envie de faire. Je peux faire ce qu'on appelle un travail de visualisation et ce travail de visualisation va diminuer le stress et l'anxiété. Pour terminer ma présentation, on nous dit le succès est la somme des petits efforts répétés jour par jour. C'est-à-dire que le meilleur moyen
pour arriver à la réussite, c'est d'essayer de faire tous les jours, des petits efforts, mais que ces efforts-là ils sont répétés. Garder confiance en soi, avoir la motivation qu'il faut et le succès sera là. Je vous remercie pour votre attention. Merci, madame, pour cette. C'est à nous de vous remercier, madame. C'était très instructif. Je suis désolée, peut-être que j'ai pris beaucoup de temps. C'était très intéressant. Merci. Donc, si je ose la prétention de synthétiser ce que vous avez dit, on peut dire que ce n'est pas une fin en lui-même. Donc, il y a derrière, après le concours, avoir une destination, se centrer sur la persévérance, savoir s'arrêter dans sa préparation, être organisé dans sa préparation aussi. Et le point que j'ai bien apprécié, c'est donner de l'importance à sa respiration. Chose est sûre, je suis conscient maintenant que j'ai perdu la moitié de ma vie en respirant d'une manière erronée. En second lieu, donc, en donnant la parole à nos chers doctorants, en commençant par M. Afif Mouad. Afif Mouad, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à son expérience côté psychologie concernant la préparation pour le concours de doctorat? Oui, là aujourd'hui, bonjour à nos chers internautes. Je remercie Madame Rafiqa Hafdallah pour son allocution, pour avoir pris le temps de revenir sur les points les plus importants et les points clés pour la préparation et la gestion au niveau du stress, au niveau de la conception de soi, au niveau aussi de la gestion du temps, qui sont des éléments très importants pour tout doctorant. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci à Dr Rafiqa Hafdallah. Alors, j'aimerais bien parler tout d'abord d'une poétique de l'espace. J'aimerais revenir aussi sur une poétique de l'être et finir bien évidemment avec des perspectives futuristes pour le doctorat et pour les futurs doctorants qui auront à passer le concours très prochainement. N'est-ce pas là le sujet de la discussion d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui est psychologique au niveau de la préparation du concours. Alors, pourquoi parler d'une poétique de l'espace? Alors, premièrement, quand un masterand termine, quelqu'un qui est titulaire d'un master, une étudiante, un étudiant qui vient d'avoir son master en sociolinguistique, en littérature, en didactique, peu importe la branche, peu importe la spécialité, c'est dans la majorité des cas, il est orienté vers un suivi, il est orienté vers quelque chose de plus prépondérant et il a parlons du masterand, de la masterante, ils ont tous deux cette envie d'aller vers l'ailleurs, ils ont envie de progresser académiquement parlant, professionnellement parlant, et ils aspirent à des choses meilleures, bien évidemment. Alors, le premier souci qui se pose, c'est justement cette canalisation dont parlait tout à l'heure madame, mais moi, cette canalisation, je la vois d'un point de vue spatial, c'est-à-dire comment va-t-on organiser sa préparation vis-à-vis de son espace imminent, inhérent à sa révision, mais aussi à, je dirais, à tout ce qui concerne son volet académique. Alors, parlons de mon expérience personnelle, parlons de moi. Je ne suis pas un spécialiste en psychologie, mais je pourrais donner à ces futurs doctorants et à celles et ceux qui vont passer le concours quelques astuces pour justement débuter à partir de ma conception de la chose, la préparation au concours. Moi, j'aimais bien réviser et préparer mon concours, parlons de poétique de l'espace, au niveau de la cuisine, bizarrement, parce que c'était bien éclairé, il y avait de la nourriture, je ne suis pas un grand mangeur, je suis sportif, mais j'aimais bien rester là-bas pour prendre mon café, ma tasse de thé. Donc, il y avait ce charme-là de préparer le concours doctorat au niveau de la cuisine. J'aimais aussi rester parfois seul,
chez moi, dans ma chambre, un livre, comme disait Madame Hafdallah tout à l'heure, un livre à la main pour bien justement canaliser cette énergie et pour avoir plus de temps pour soi et faire un travail sur soi. Donc, l'espace, c'est très important pour la préparation du concours. On pourrait aussi donner d'autres exemples, réviser dans des espaces clos, ça a été confirmé, ça peut aider, comme ça peut avoir un effet contraire sur la chose. Donc, je ne vais pas trop m'hazarder et m'attarder sur la chose. J'aimerais juste dire sur ce premier point que l'espace influe sur la préparation du concours doctorat. Je disais aussi que le deuxième point était la poétique de l'être. Et cela se résume dans un état de soi et de ce qu'on est et de ce qu'on veut devenir. Madame Hafdallah le disait tout à l'heure, quel est votre objectif? Quel est votre but en termes de personne? Où est-ce que je veux aller? Moi, en tant qu'étudiant, j'aspire à des sentiments meilleurs et j'aspire à ce que je puisse évoluer dans la sphère académique. Donc, on se pose la question, pourquoi faire le doctorat? Pourquoi? Je le pose assez souvent à ces étudiants, comme moi, mes collègues, qui aspirent à réussir au concours et qui me disent mais comment aviez-vous fait? Comment t'as fait? Est-ce que c'est facile le concours? Est-ce que tu dois faire un travail de la sorte, de façon à ce que tu… Vous voyez, ce genre de questions qui revient assez souvent et dans la prépondérance et dans l'étendue se mesure quantitativement aussi bien que qualitativement. Donc, je dis que faire un travail sur soi, c'est bien se préparer. Je vais faire le concours doctorat parce que je veux progresser. Je vais faire le concours doctorat parce que j'ai des choses à réaliser. Madame disait tout à l'heure aussi, Madame Hafdallah parlait aussi de cet aspect-là, de la conviction. Moi, je l'ai senti, en tous les cas, pour moi, je l'ai senti comme ça. Moi, j'ai été convaincu. Moi, j'étais prêt personnellement à passer le concours plus d'une dizaine de fois. Et peu importe le temps que ça allait prendre, je devais réussir. Et là, je suis très subjectif là-dessus. Je ne suis pas du tout académique parce que parler de l'être, on peut le faire académiquement, mais ici, le propos est subjectif en tant que doctorant. Madame Hafdallah avait eu le soin tout à l'heure de revenir beaucoup plus dans un aspect méthodologique et théorique sur la chose. Poétique de l'espace, poétique de l'être qui se traduit aussi par des choses les plus simples, les plus simples. Regardez par exemple, j'ai toujours ma trousse. Regardez, ma trousse à moi, c'est une trousse pour la préparation au doctorat et je l'ai depuis 2016. J'ai des surliners dessus, j'ai mon correcteur, j'ai mon crayon, d'accord? Il est tout brisé. J'ai ma gomme, regardez. Ce sont des petits détails qui font que je m'attache à ces petites choses-là qui font que l'être puisse être prêt pour le concours doctoral. Alors, poétique de l'espace, poétique de l'être. J'aimerais revenir aussi pour le mot de la fin, pour donner aussi la parole à mes collègues Hayat Boujma et Nesrine Nassar, que je salue, que je remercie d'être là aujourd'hui. J'aimerais aussi revenir sur le dernier aspect, c'est la préparation en elle-même. Peut-être que je vais risquer de sortir du propos d'aujourd'hui qui est un terme psychologique ou psychique, mais en littérature ou en didactique, en sociolinguistique, et j'en passe, il faut préliminairement cibler les concours qu'on va passer. Il ne faut pas comme ça, on le fait hasardement et voilà, je vais passer le concours, il y aura un tel et un tel. Il faut cibler les axes et il faut aussi cibler les universités. Par exemple, à l'université de Constantine, c'est littérature francophone et comparée. À l'université d'Alger, c'est littérature francophone ou contemporaine. À Batna, c'est littérature interdiscours ou sciences des textes littéraires, etc. Donc, il faudrait cibler préliminairement les universités dans lesquelles je vais passer mon concours. Deuxièmement, établir une révision. Cela aussi rejoint le volet psychique. Établir une révision sur la base d'un planning. Le planning, c'est très important pour la préparation. Donc, parler du planning, parlons de mon expérience personnelle, j'aimais le matin aller travailler, revenir du travail, faire du sport, rentrer à la maison, prendre mes cahiers, mes clics et mes claques et j'aimais réviser. Donc, la nuit,
Parce que le temps aussi, ça a un impact. Et ça, c'était mon planning quotidien pendant plus de 8 mois. La première année, je n'ai pas bien révisé. Par contre, la deuxième année, c'était pendant plus de 8 mois. Il y avait, je me souviens bien, c'était le Ramadan. Je rentrais à 1h, 2h du matin. C'était le suhour d'ailleurs. Et je prenais mes cahiers, je révisais jusqu'à 6h, voire 7h du matin. Puis j'allais me coucher. Voilà. Donc, c'est très intéressant aussi, comme l'a dit tout à l'heure docteur Rafiq Hafdallah, de prévoir sa révision, de prévoir son concours et d'établir aussi, pour le mot de la fin, une visualisation. Il faut pouvoir se projeter tout en étant soi, tout en ayant un espace qui est propice à la préparation du concours. Alors, pour finir, j'aimerais encourager celles et ceux qui vont passer le concours et on leur souhaite, Inch'Allah, la réussite pour cette année. Merci. Merci Afif, c'était très intéressant, c'était excellent aussi. Donc, si on peut résumer, on peut dire que pour Afif, il se peut que le petit détail fait une grande différence en matière de préparation pour le concours. Nous passons maintenant à demoiselle Hayat Boujouma qui va nous parler de la préparation du concours le jour J, c'est-à-dire le jour du concours. Merci, Burhan. Hayat. Merci, Burhan. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hayat Iman Boujouma. Je suis doctorante de 2e année à l'ENS d'Alger. Je tiens tout d'abord à remercier l'ANECLEA pour leur confiance et pour cette occasion qu'elle nous a donnée d'essayer d'aider les candidats pour passer le concours. Alors, j'ai fait mon cursus de licence et de master à l'université de Mostaganem. Et après avoir eu mon master, je m'étais inscrite à 4 concours. J'ai passé 3 concours sur 4 et j'ai pu avoir 2 concours sur 3. Alors, mon intervention va beaucoup plus être centrée sur le jour J, le jour de la passation de l'examen. Je vous ai fait un petit slide que j'espère vous aidera à mieux me suivre. Est-ce que vous voyez? Oui, en principe. Pas encore, Hayat. Pas encore. Voilà. Attendez. Ça se charge. Hayat, c'est en train de se charger. Voilà, on Oui, le on voit. voit tout. On le voit. Voilà, très bien, c'est clair. Hein. Là, c'est clair, oui. Donc, comme a dit Madame Hafdallah, le stress est un état tout à fait naturel. L'être humain a toujours une appréhension envers ce qui lui est inconnu. Je pense, selon moi, qu'identifier la cause de ce stress, nous aide à le dominer. Personnellement, j'ai stressé ce jour-là, mais mon stress est beaucoup plus à rattacher à l'aspect informationnel. J'avais peur que les informations que j'avais n'allaient pas me suffire à développer une réflexion. Et donc, l'identification joue un rôle très essentiel dans le fait de dominer son stress. Déjà, le fait de vous préparer au concours vous aidera à être plus confiant ce jour-là. Ensuite, éloignez-vous des ondes négatives. Il y a certains discours circulants dans la société, comme quoi le concours de doctorat est pistonné, comme quoi il y aura énormément de demandes, vous ne pouvez pas réussir. Ce genre de discours ne font que vous tirer vers le bas, sincèrement. Alors, essayez si vous allez vous présenter au concours, ça veut dire que vous croyez que vous avez une chance de réussir. Donc, attachez-vous à cette idée-là. Positivez. Entourez-vous de gens qui croient en vous, qui croient en votre réussite. C'est essentiel, c'est même capital. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de candidats, par les différentes catégories d'âge. S'ils parlent mieux, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont mieux que vous, qu'ils sont meilleurs. Selon moi, savoir, et d'après ce que Madame Hafdallah a souligné, savoir gérer son temps, c'est savoir dominer et vaincre son stress. Ce que je fais personnellement, quand on me donne le sujet, je dédie 10 à 15 minutes à la relecture de la consigne, de la citation, etc. Ensuite, c'est très important. Ensuite, je souligne les mots-clés. Il y a certains candidats qui croient qu'on va directement nommer la discipline, etc. Alors que non,
Par exemple, je parle de ma spécialité, si vous trouvez par exemple la langue comme structure, sachez que là, vous êtes dans la linguistique structurale. Si on vous parle de variation, vous êtes dans la sociolinguistique. Si on vous parle de statut de langue, vous êtes en politique linguistique. Donc, c'est des mots qui clignotent qui vont vous servir de repère. Établissez un plan. C'est ce que je fais aussi. Établissez un plan sur votre brouillon. Bon, ce n'est pas le plan d'un mémoire, c'est juste des points qui vont vous servir de repère. Parce que généralement, quand on commence à rédiger, on a tendance à oublier, et le stress affecte ça, à oublier les points auxquels on a pensé au tout début. Ensuite, vous consacrez 45 minutes à 1 heure, ça dépend du temps imparti, il est soit d'1h30, soit de 2 heures, vous vous organisez en fonction du temps accordé. Donc, à la rédaction, vous dédiez ces 45 minutes à 1 heure à la rédaction. Ensuite, vous recopiez en 20 minutes. Avant de recopier, faites une lecture à la va-vite. Vous pouvez réorganiser votre texte, avancer un paragraphe, décaler un autre pour harmoniser votre texte. Après avoir recopié, je vous conseille de laisser minimum 5 minutes à la relecture de la copie finale. On a tendance à oublier un E par là, un S par là. C'est tout à fait normal. C'est des petites fautes d'inadvertance. Ces 5 minutes vont vous aider à les fixer. Ensuite, vous pouvez aussi ponctuer parce que la ponctuation joue gros dans la cohérence de votre texte. Le dernier point que je veux aborder, on me demande, mais ça n'engage que moi, on me demande comment j'organise ma dissertation. Alors, comment introduire, comment développer, etc. Alors, pour introduire, ce que je fais, par exemple, si on me demande de produire une réflexion sur une discipline, vous pouvez par exemple commencer par parler de sa genèse, où et quand elle est née, etc. Donner une petite définition, un aperçu de ce qui va suivre. Si on vous demande de développer une réflexion sur un concept, vous pouvez par exemple commencer par le situer dans son champ disciplinaire en guise d'introduction. Par rapport au développement, comment je développe? Le développement sert à approfondir les mots-clés que j'ai soulignés et ils vont me servir de repère pour ne pas m'écarter. Parce que généralement, il y a certains étudiants qui s'attardent sur les détails. Gardez en ligne de mire ces mots-clés. Ne vous écartez surtout pas de ces mots-clés que vous avez relevés au tout début. Citez des références. Ça donnera un caractère scientifique à votre dissertation. Donnez des exemples, parce que l'exemple sert à concrétiser, à donner une image des éléments théoriques que vous avez exposés. Par rapport, un point essentiel, la cohérence. Donc, ne donnez pas l'impression à celui qui vous dit que vous faites un collage. Favorisez une imbrication de vos paragraphes. Ne faites pas une superposition. Donc, vous pouvez, pour ça, soit utiliser des connecteurs, soit faire comme moi, comme je le fais, dédier la dernière ligne de chaque paragraphe à l'introduction du paragraphe qui le suit. Vous pouvez conclure votre dissertation en reprenant l'essentiel de ce qui a été dit, en avançant une réflexion personnelle, ou alors en parlant des avancées dans ce sens, etc. Ça dépend de vous et de votre capacité, des informations que vous avez. Alors, pour conclure, sachez, chers candidats, que la réussite, vous êtes le premier facteur de votre réussite. La réussite émane de vous. Ne laissez pas les facteurs externes déterminer ou conditionner cette réussite-là. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à M. Bourhan. Merci. C'est à nous de te remercier. Merci Hayat, c'était très intéressant. Nous, si on peut résumer, donc pour Hayat, c'est un concours, une préparation, c'est la gestion du temps et l'organisation de sa dissertation. Il faut également se laisser faire par les discours négatifs. Passons, s'il vous plaît, maintenant à Demoiselle Céline Nasser pour son expérience de doctorat et qui va nous partager avec nous l'échec avant la réussite. À vous, Demoiselle Céline. Bonjour à tous, je me présente, c'est Nasser Nesrine, doctorante en didactique des langues étrangères à l'ENS de Bouzéré à Alger.
Je tiens juste à remercier d'abord les membres de la NECLEA pour cette très belle initiative qui nous a donné l'occasion de partager notre expérience et de répondre aux candidats qui nous envoient souvent des questions en relation avec cette épreuve et ses modalités de préparation. J'aimerais bien vous faire part aujourd'hui de mon expérience qui est différente de celle de mes camarades. Malheureusement, je suis très bien placée pour parler de l'échec. Je vous raconte ma petite histoire. J'ai eu mon master en 2017 à l'université de Blida 2 et j'ai eu le concours de doctorat l'année passée, 2019, à 2 établissements différents. Classée la deuxième à l'université d'Alger 2 et en tête de liste à l'UNS. Cette très belle réussite est venue après une série de tentatives et d'échecs. J'ai été même classée 3 fois en liste d'attente et je n'ai pas baissé les bras. Donc, je reconnais vraiment la sensation et le sentiment de l'échec. Ce qu'il faut savoir d'abord que la définition de l'échec et la manière de le percevoir est éminemment personnelle. En me concernant, j'ai essayé de transformer mon échec en une opportunité de rebond. Car la réussite qui vient après des hauts et des bas et demande beaucoup de volonté, du courage, de persévérance et de patience. C'est ce qui forge vraiment la personnalité. Il nous donne un caractère d'un gagneur. Et là, il faudrait faire la différence entre gagnant et gagneur. Le gagnant, c'est celui qui fait des efforts et qui consacre son temps et son énergie et qui fait des pieds et des mains pour atteindre son objectif, même en situation de difficulté. Par contre, celui qui atteint son objectif dès le premier coup, je te vise pas, Hayata. Par contre, celui qui atteint son objectif dès le premier coup aurait un caractère d'un gagnant, mais pas forcément d'un gagneur. Dans ce cas, l'échec est un bien, à condition de l'accepter. La question qui se pose maintenant, comment surmonter l'échec de ce fameux concours de doctorat et comment j'ai procédé personnellement? Ce qu'il faut retenir d'abord, que chacun de nous a sa propre réaction. Nous avons 2 choix. Soit on pique une crise d'angoisse, où on commence à réfléchir négativement sur l'échec, on se concentre sur notre échec, soit on essaie de réagir d'une manière plus mature pour identifier l'origine de notre échec et remettre en question nos stratégies et nos productions. D'après ma petite expérience, la réaction la plus récurrente est de dire cette fameuse phrase « j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas eu le concours de doctorat ». Je vous fais savoir que cette phrase est sémantiquement correcte. Il n'y a pas de contradiction dans cette phrase. C'est tout à fait normal. On peut bien travailler et ne pas réussir le concours. Car tout simplement, ne pas réussir le concours de doctorat, à la base, n'est pas considéré comme un échec. Il faut faire la différence entre un examen et un concours. Ce dernier veut dire rentrer en concurrence avec des candidats pour obtenir tel ou tel poste ou arriver à… Donc, dans notre cas, c'est le poste de doctorant. Autrement dit, il ne suffit pas de bien travailler et avoir une note égale ou supérieure à la moyenne, mais de remettre une copie jugée meilleure par des docteurs et des professeurs. Donc, notre défi est d'être perfectionniste, mais dans un sens positif, pour décrocher les premières places. Voyez. Donc, ce que je vous donne comme conseil, ôtez-vous de l'esprit des idées négatives comme pisto, hagrona, je ne sais pas quoi, plusieurs. Et c'est à la place de vous demander pourquoi je n'ai pas réussi le concours. Je vous conseille de faire une auto-évaluation et avoir un regard critique sur vos productions précédentes. Et pour vous faciliter un peu la tâche et pour gagner un peu de temps, je vous suggère ces 3 éléments à revoir. Et cela, il ne reste qu'une simple proposition. D'autres doctorants auraient peut-être une autre manière de procéder. Donc, gardez en tête ces 3 lettres. L, M, D. Donc, je dois revoir ma langue, L, M, méthodologie, D, documentation. On va prendre la première lettre, L, langue. Donc, essayez de vous poser ce genre de questions
est-ce que j'ai utilisé une langue correcte? Est-ce que je maîtrise bien la rédaction scientifique? Est-ce que j'ai bien placé mes mots-clés? Parce que sachez que chaque spécialité a son propre glossaire et chaque thématique a ses propres mots-clés. On prend maintenant la deuxième lettre, M, et là, je vous conseille de revoir le webinaire de Dr Ejida Mohamed Amoukaran et Dr Missoum Benziane pour revoir la méthodologie exacte de la rédaction d'une dissertation. Et n'oubliez pas aussi, je ne sais pas si je peux appeler ça un esprit, votre esprit de synthèse, et il faut aussi prouver votre esprit scientifique dans la copie. La dernière lettre, c'est les D, donc LMD, on a parlé de la langue, de la méthodologie, on revient vers la documentation. La dernière lettre D concerne ma documentation. Est-ce que j'ai ciblé l'essentiel en matière d'information? Est-ce que j'ai fait de la bonne documentation? Est-ce que j'ai fait une bonne révision par rapport aux citations? Donc, pour conclure, il ne faut pas considérer la non-réussite comme un échec. Il faut le voir comme un premier essai. L'échec réside dans le fait de ne pas retenter. Et juste pour donner un message d'espoir aux candidats, pour ceux qui traversent surtout une épreuve difficile avec cette période très stressante de Covid-19, etc., sachez que moi aussi, j'ai eu ce concours doctorat en passant par une période très douloureuse. Mes proches le savent. Donc, croyez en Dieu, croyez en vous, ne baissez pas les bras et n'oubliez pas que c'est une question de destin aussi. Bon courage et je vous remercie. Merci. Je vous repasse la parole. C'était très intéressant. Si on résume les propos de Nesrine, donc elle résume le concours de doctorat en 3 lettres. LMD, ce n'est pas licence master doctorat, mais c'est langue, méthodologie, documentation. Donc c'est une autre. Donc nous avons quelques interventions. Je signale aux chers participants qui peuvent, c'est-à-dire participer par des questions, des interventions et des remarques si vous voulez. Nous avons déjà quelques remarques de la part d'un certain d'elles destinées à Dr Hafdallah. Boire beaucoup d'eau. Il dit boire beaucoup d'eau, c'est très important pour l'aspect psychologique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela, madame? Madame, vous avez reçu la question? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas la question. Nous avons un certain intervenant qui nous a dit que boire beaucoup d'eau comme terme de préparation, comme critère de préparation pour le concours. Boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne saurais répondre à cette question. Je suis désolée, mais chose est sûre, c'est que on dit généralement que quand on prend une quantité importante de l'eau, ça permet de détoxifier le corps et donc ça rentre dans le cadre de l'alimentation, bien sûr. Mais il faut faire attention. Par moment, quand on prend beaucoup d'eau, ça perturbe l'alimentation. C'est-à-dire quand on prend une grosse quantité d'eau, on risque de ne pas bien s'alimenter. Et donc, il faut, moi je pense que ce n'est pas une question de trop, mais prendre ce qu'il faut. Hein, prendre ce qu'il faut. La quantité, c'est entre 1,5 litre jusqu'à 2 litres par jour. C'est la quantité, on va dire, normale pour un adulte. D'accord. Donc, il faut prendre la quantité nécessaire. Juste ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, apparemment, il y a une question pour mademoiselle Nasser. Quelles sont les étapes d'une bonne méthodologie? Donc, Céline, on te pose la question, quelles sont les étapes pour une bonne méthodologie? Si tu peux répondre, Céline, à la question. La méthodologie, on parle de... Est-ce que vous voulez dire la méthodologie de dissertation, la rédaction de dissertation? Alors, Céline, pour reprendre. Ce n'est pas précisé. La question, oui, voilà, la question n'est pas précisée, c'est quelles sont les étapes?
Mais je pense que Une c'est la bonne méthodologie pour la méthodologie. rédaction, hein. Si tu es d'accord avec moi, je pense que c'est la méthodologie pour la rédaction. Ouais, ça doit être- C'est ce que je parle de ce que je fais habituellement. Voilà, Oui, oui, il faut habituellement. revoir, il faut prendre en considération la cohérence et la cohésion. Euh, D'accord, Essayer de prendre en considération tout, même l'organisation des paragraphes, l'usage des connecteurs logiques, la langue aussi. Il faut utiliser une langue correcte, euh, utiliser la rédaction scientifique. d'accord. Parlant de la méthodologie de la rédaction, là, il faut revoir les étapes à suivre. Il faut chercher la méthodologie de la dissertation exacte. Vous voyez? Donc, D'accord. c'est un travail d'argumentation. Par quoi commencer? Par une introduction, développement, conclusion. Qu'est-ce que je dois mettre dans l'introduction? Personnellement, mes introductions, je commence du général au particulier. Je fais la problématique, je me pose, je donne ma problématique. Après, j'annonce le plan et je commence mon développement sous forme de paragraphes. Ces paragraphes sont équilibrés en essayant de donner des exemples et des illustrations et en faisant des références à quelques auteurs, plutôt quelques chercheurs, etc. Et pour la conclusion, c'est ce que je fais, hein. C'est un bilan, ça veut dire que vous allez répondre à la problématique brièvement, tout en passant par toutes les idées citées auparavant dans le développement, et vous faites une ouverture à la fin. Voilà, c'est ce que je fais d'habitude. Céline, on te J'espère remercie que j'ai et je bien crois répondu. savoir. On te remercie. Je crois savoir aussi que ta réponse, elle est, ou elle rejoint en partie celle de notre collègue Hayat Boujma qui disait tout à l'heure que, justement, dans son slide, elle disait que tout à l'heure, que pour répondre, il fallait avoir une introduction, une bonne introduction pour placer la thématique, pour placer la problématique, un développement où il y a des exemples, où il y a des illustrations et une bonne conclusion. J'aimerais aussi revenir sur la ponctuation qui n'est pas un détail à négliger parce que ponctuer un texte, comme le disait Hayat Oui, tout à l'heure, c'est très important. Et cela rejoint aussi le propos de Madame Rafiqa Hafdallah qui disait tout à l'heure, on écrit pour qui à la fin? Pour qui sommes-nous en train pour le, d'écrire? On écrit, voilà, on écrit pour des correcteurs, pour un correcteur qui est minimum enseignant-chercheur, docteur, voire professeur. Donc, il y a un minimum d'exigences à la fois académiques, scientifiques et esthétiques. Alors, une deuxième question pour Madame docteur Rafiqa Hafdallah par rapport à la gestion, du temps. Donc, la question, elle est ici. Alors, c'est de l'internaute Faisal Ben Hamed qui s'adresse à tous les pénalistes. Alors, merci, madame, pour cette présentation très utile. J'ai une remarque sur l'élément que vous avez évoqué. Je cite Faisal Ben Hamed, un internaute. Gérer son temps, j'ai une idée qui va à l'encontre de celle-ci, car pour moi, le temps est ingérable. Donc, pour Faisal Ben Mohamed, le temps est ingérable. Pour cette raison, la règle sur laquelle je me base lors des études ou lorsque je travaille est avant tout de gérer ces tâches. En d'autres termes, organiser la tâche à réaliser selon le temps qu'on a. Dans ce cas, on ne gère pas le temps, mais plutôt la tâche. Par exemple, écrire une introduction dans 1 heure. Qu'en dites-vous, Madame Hafdallah? À vous le micro, Madame Hafdallah. En fait, pour répondre à Faisal, en fait, rappelez-vous bien que quand j'ai parlé de la gestion du temps, j'avais dit que le temps n'est pas ce que nous indique notre montre, mais plutôt le temps, c'est un temps psychologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, c'est moi qui le gère. C'est-à-dire que quand je dis je gère le temps, c'est-à-dire que j'organise aussi la tâche, mais la tâche, il faudrait que quand j'essaie un peu en fait, j'ai un temps. Ce temps-là, c'est un temps, on va dire, physique. D'accord? Mais il y a aussi le temps
que j'organise dans ma tête. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, dans 1 heure, je ne vais pas dire je vais gérer l'heure, mais en fait, je gère ma tâche en fonction du temps que j'ai. C'est ça. Et c'est pour cela on parle de gérer le temps. Mais le temps, on ne le gère pas de façon séparée de l'action et de la tâche à réaliser. Ça, de 1. De 2, il faut savoir aussi que c'est aussi l'erreur dans laquelle beaucoup tombent par rapport à la question de la gestion du temps. Beaucoup vont dire, par exemple, se comparent aux autres. Tout à l'heure, vous avez dit, Afif, moi, je me suis préparée pour 8 mois. Est-ce que les 8 mois, moi aussi, si je prépare mon doctorat, un autre doctorant va avoir la même durée? Est-ce que pour faire une bonne préparation, j'ai besoin de 8 mois? En fait, les 8 mois n'ont du sens que pour Afif, parce qu'il prend en considération d'abord la situation personnelle dans laquelle il se retrouve, sa situation par rapport au travail, par rapport à l'exercice de son activité physique, mais je peux aussi avoir un doctorant, un autre qui aura besoin de 2 années pour préparer son concours. Mais j'aurai aussi, il y aurait une autre personne qui aura besoin de juste 2, peut-être 3 ou 4 mois. Donc le temps, c'est-à-dire qu'il est en rapport avec comment je l'utilise. Mais lui seul, on ne le gère pas seul, on le gère en fonction de certains paramètres qui sont liés d'abord à la tâche, mais liés aussi au fonctionnement de la personne. Quand je dis son fonctionnement, c'est-à-dire par rapport à sa personnalité. Très bien, on vous remercie, Madame Hafdallah, pour votre réponse. Rien que pour reprendre les mots du docteur Hafdallah. Donc, la gestion du temps, c'est à la fois une compétence, mais il ne faudrait pas parler du temps, celui de notre montre, mais parler du temps psychologique aussi, qui a un impact conséquent sur la réussite et la préparation pour le concours. Alors, une autre question très pertinente aussi. Alors, réussir un concours, comme il figure dans la belle invite de cette rencontre, n'est qu'une compétence minimale et élémentaire, car les vraies interrogations virulentes se posent après l'obtention de cette compétitivité organisée, où il est bien constatable une motivation régressive chez la conforte majorité des doctorants. Dès lors, la question faisant surface en ce sens est comment éveillons-nous le leadership d'hégémonisation en nous comme lutte contre le thanatos, une profusion d'informations à laquelle est confronté le candidat, qui lui provoque un engouement, étonnement et l'invite conséquemment à un psittacisme. Comment développons-nous une compétence synthétique sans incomber à une momification informationnelle? Merci à vous tous, c'est de la part de Youssef Bacha. Donc, j'invite ma collègue Hayat Boujma à répondre à cette question qui est d'ordre psycho-informationnel. Juste après la réussite, juste après avoir pris le concours, il y a un manque au niveau de l'information et il y a un manque au niveau de la synthétisation de l'ensemble des données qu'on reçoit, nous, doctorants. Alors, si tu as une réponse claire, nette et précise de M. Bacha. Oui, vas-y. Je pense que Mme Hafdallah est plus apte à répondre à cette question. Parce que oui, oui, j'aimerais aussi voir, je vais donner la parole, bien évidemment, à Mme Hafdallah, mais j'aimerais d'abord voir la réponse des doctorants, même si cela est tout à fait subjectif, bien évidemment, Hayat. La question faisant surface en ce sens est comment éveillons-nous le doute? Je préfère donner la parole à Mme Hafdallah parce qu'elle est plus apte à répondre à cette question-là, qui est d'ordre du psychique. D'accord, donc on donne la parole à Mme. Si vous permettez, Afif. Borhan, oui, je suis ici. Alors, Afif. Si vous permettez, oui, j'essaie de synthétiser cette question pour simplifier à Dr Abdallah, Hafdallah. Il s'agit, c'est-à-dire après le concours,
comment ne pas perdre, c'est-à-dire cette motivation et continuer jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il veut dire par ce commentaire, Monsieur Youssef Bacha. Mais il y a aussi le volet informationnel qui n'est pas à négliger, je pense, dans la question, du moins dans la première partie de la question. Juste pour essayer de répondre à la question, je voudrais juste, moi, poser une question. Quand vous parlez d'informationnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'étudiant n'a pas suffisamment d'informations, c'est ça? Je n'ai pas bien saisi ce volet de la question. Alors, je reprends si vous voulez, madame, la question. Oui, vas-y, Borhan, sinon tu reprends la question pour madame, comme ça, telle qu'elle. Ce que j'ai compris d'après la question, d'après la remarque, c'est se focaliser, c'est-à-dire du travail après le concours, après l'obtention du concours. Comment, c'est-à-dire avoir les compétences nécessaires pour continuer jusqu'au bout. Voilà ce qu'il veut dire. Oui, il est en train de parler aussi de momification. On parle, écoutez, docteur Abdallah. Alors, pour lui, pour Youssef Bacha, une profusion d'informations à laquelle est confronté le candidat, qui lui provoque un engouement, étonnement, et l'invite conséquemment à un psytacisme. Comment développons-nous une compétence synthétique sans incomber à une momification informationnelle? Je pense qu'ici, la question est beaucoup plus orientée vers le côté informatif de la chose. Mais bien évidemment, on parle dans la première partie de la question de la compétitivité organisationnelle aussi pour l'après-concours. Donc, ça porte sur l'aspect informatif et l'aspect organisationnel après le concours. Très bien. Enfin, d'après ce que j'ai compris, en fait, cette question, en fait, elle comporte deux volets. Le premier, qui est un volet d'ordre psychologique, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai le concours du doctorat, après, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Moi, je pense que vous l'avez tous signalé que le concours du doctorat et après l'obtention du concours du doctorat, ce n'est qu'une étape. Le plus important, c'est après. Après, et pour l'après, d'abord, tout dépend je ne sais pas comment ça s'organise votre formation au niveau du doctorat. Je sais qu'en sciences sociales, on a une année théorique et dans laquelle le doctorant commence à préparer sa thèse en même temps. Je ne sais pas comment ça s'organise à votre niveau. Et là, je pense que quand le nombre de candidats et au niveau des universités algériennes, le nombre de postes, il est à 3, c'est-à-dire que quand on est 3, je pense que la compétitivité est à son paroxysme. C'est pas quand on est 10, quand on est 20, c'est la même chose. Donc la compétitivité, elle est là. Mais cette compétitivité, elle dépend aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au degré d'investissement que j'ai par rapport à cette formation. Est-ce que je fais cette formation parce que quel est mon objectif, où est-ce que je veux arriver et qu'est-ce qui m'anime? Si je suis animée par des choses, par moments, on va dire les choses, je suis désolée de dire les choses crûment, il y a certaines personnes qui vont passer le concours de doctorat et s'intéresser à la formation doctorale pour dire que je vais être enseignant et je vais travailler 2 jours par semaine et être bien payé. Ça, c'est pas une bonne motivation pour le doctorat ni pour la recherche scientifique. Mais si je suis qu'est-ce qui me motive? Si la motivation, c'est une motivation liée à une formation, à un idéal que je mets. Et l'idéal, c'est d'apporter un plus à la société, d'ajouter un plus, on va dire, en matière de recherche et dans la science, on va dire de façon générale, que notre passage, on va dire, et c'est là l'idéal, il est plus important que notre passage dans la société et dans l'humanité ne soit pas un passage banal et ordinaire. Je pense que ça va pousser la compétitivité. Mais après, si notre idéal,
il est réduit et nos ambitions sont réduites, à ce moment-là, la compétitivité ne sera pas là et elle va donner lieu à la médiocrité et à des choses très, très basiques et banales. Pour l'autre volet de la question, pardon, est lié à l'information. Après, d'après ce que j'ai compris, quand on est dans le doctorat, je pense que l'information et la momification de l'information, je pense qu'on fait référence à la formation qu'on donne au niveau du doctorat, à la formation doctorale. Je pense que la formation doctorale n'est pas liée à ce que un enseignant nous donne au niveau d'un cours, mais c'est la formation, elle est large et que c'est pour ne pas la rendre, cette information, pour ne pas la rendre comme pour reprendre les mots de Youssef, pour ne pas la momifier, ben, il faut lui donner de la vie. Et si on veut lui donner de la vie, ben, il n'y a que la recherche, il n'y a que la documentation, il n'y a que le travail qui peut lui donner de la vie. Et tout ça, ça revient toujours à l'effort déployé par le doctorant. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, bien évidemment, Oui, bien évidemment, je vous remercie. En principe, c'est clair. merci. En principe, c'est clair, madame. Donc, Merci. nous passons à une question que va prendre. Comment? C'est Hayat. C'est à vous. Oui, il y a un intervenant qui demande est-il préférable d'introduire des citations où il suffit de mentionner des ouvrages et des noms d'auteurs? Bon, je vous conseille, c'est ce que je fais personnellement, et même le webinaire d'hier a traité de ça. Vous pouvez introduire des citations, mais en reformulant, dire selon X ou Y. Voilà comment il voit la chose, et non pas recalquer des citations directement parce que ça donnera un effet de parquerie, alors que c'est pas ça qui est recherché, on veut une réflexion personnelle. Donc, vous pouvez donner des dates comme référence, donner le nom, surtout le nom des auteurs, et éviter en fait, de recalquer les citations. Voilà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait rajouter quelque chose à ce propos. Nesrine, est-ce que Moi, je voudrais prendre une autre. Borhan, si tu permets. Borhan, tu m'entends? Oui. Oui, Afif, oui. Oui, j'aimerais revenir. Oui, Afif. Oui, j'aimerais prendre une question aussi tout à fait intéressante qui s'adresse au docteur Rafiqa Hafdallah, qui porte sur les critères d'évaluation de la copie c'est-à-dire d'un candidat, les critères d'évaluation de l'évaluation de la copie du candidat qui peuvent être frustrants pour celui-ci et l'amener justement à avoir une forme de frustration, car il y a parfois un manque ou bien les corrigés-types ne sont pas affichés. Comment est-ce qu'on peut remédier à ça et est-ce que cela a un impact psychologique avant, pendant et après le passage du concours? Donc, ça va être intéressant pour celles et ceux qui vont passer le concours. En fait, par rapport à cette question, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas spécialiste en langue étrangère, mais de façon générale, comme on l'a déjà, moi je l'ai cité, mais je pense que Hayat et Nesrine ont déjà parlé aussi du contenu de la copie et d'abord de sa présentation. D'abord, il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, à qui j'écris, c'est-à-dire que cette réponse-là, enfin cette copie, elle est adressée à des lecteurs.
souvent, ce n'est pas un seul lecteur, c'est plusieurs. C'est-à-dire qu'une copie, il faut savoir que dans le concours de doctorat, la copie, c'est-à-dire elle est évaluée 2 fois par 2 correcteurs. Ces correcteurs sont différents. Ils n'ont pas la même, on va dire, la même, par moment, n'ont pas le même parcours, n'ont pas la même vision des choses. Mais ce qui est sûr, ce sont d'abord, il faut savoir avoir donné l'envie au correcteur de lire la copie. La première des choses, c'est-à-dire qu'il faudrait que la copie soit propre, il faudrait que la copie, le texte soit aéré, c'est-à-dire que de manière que quand le lecteur ou l'enseignant va prendre la feuille, il va trouver que le texte il est aéré, la copie elle est propre, que comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait une organisation, c'est-à-dire que quand je lis, je sens que celui qui a écrit cette copie-là est d'abord structuré dans sa tête et que sa pensée est une pensée logique, que les choses sont suffisamment claires pour lui, pour pouvoir les transmettre à autrui. Et donc, il faudrait qu'il y ait une cohérence, il faudrait qu'il y ait au minimum les éléments essentiels. Tout à l'heure, Nesrine Hayat parlait des mots-clés, c'est-à-dire que je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas parler d'un sujet qui n'a pas de rapport direct avec l'énoncé. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même un minimum de cohérence. Il faudrait que je montre à l'autre que moi, j'ai eu suffisamment de documentation, je me suis bien documentée sur le sujet, que j'ai plusieurs sources d'informations pour expliquer, je ne sais pas, le sujet en question. Il faudrait que aussi, si j'écris ce que vous appelez c'est-à-dire mon texte, il faudrait qu'il y ait une introduction. Il faut qu'il y ait quand même une conclusion. Et l'introduction sur le plan méthodologique a ses critères, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de donner comme une ligne conductrice au texte, c'est-à-dire que je vais de quelque chose de général vers le détail, et puis vers la fin, comme l'a bien expliqué Nesrine, que la conclusion, c'est comme un petit résumé de ce qui a été fait avant, mais on réexplique ce qu'on a fait avant, mais on peut aussi vers la fin ouvrir et donner des pistes pour, je ne sais pas, pour des travaux de recherche à réaliser, ou peut-être donner des solutions. Tout dépend de ce qui est demandé lors du concours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait d'abord travailler son écriture. Travailler son écriture à double sens, c'est-à-dire la manière avec laquelle on écrit, c'est-à-dire que l'écriture soit lisible, et en même temps lisible dans le sens de la compréhension de la structure du texte et d'où je démarre, où est-ce que je veux arriver. Ça de façon générale. Je suis désolée, je ne suis pas spécialiste ni en langue étrangère, donc je ne peux pas vous dire des choses qui se rattachent à votre spécialité, mais il y a quand même un minimum de méthodologie qui est, je pense, applicable à toutes les sciences. Et qu'il faudrait, c'est-à-dire essayer au maximum de s'attacher à ces éléments méthodologiques pour pouvoir être bien noté. Il faut garder en tête. Oui. Oui, allez-y. Il faut garder en tête. Oui. Il faut garder en tête qu'il faut séduire celui qui va nous lire. Mettre en avant ses capacités, sa réflexion, son esprit de synthèse, etc. Il y a une question de Roselaine qui dit que c'est par rapport à l'objectivité, subjectivité au niveau de la rédaction de la dissertation, notamment l'utilisation des pronoms je, nous, etc. Cela fait partie de l'argumentation, mais je ne sais pourquoi certains préconisent l'objectivité dans la rédaction. Bon, les questions du je et du nous divisent encore les enseignants-chercheurs. Il y a ceux qui privilégient l'usage du je, il y a ceux qui privilégient l'usage du nous.
Bon, écrivez de la façon qui vous met à l'aise. Personnellement, j'utilise le jeu. Dans la rédaction de mon mémoire, j'ai utilisé le jeu. Dans mes dissertations, j'utilise le jeu. D'autres, non. Comme Céline, je sais qu'elle utilise le nous. Donc, ça dépend de vous. Et l'objectivité n'est pas simplement à relier au jeu et au nous. La subjectivité, elle se tisse dans le discours. Vous avez des adjectifs, des expressions à travers lesquelles transparaît votre subjectivité. Donc, faites attention aussi à ça. Donc, la rédaction scientifique, c'est de ne pas émettre de jugement de valeur. Quand j'interviens sur un point ou une question, essayez d'être neutre ou d'argumenter en vous basant sur des preuves tangibles et solides. Quelqu'un parmi vous souhaiterait rajouter quelque chose par rapport à ce point-là? Juste par rapport à ce que vous venez de dire, la question du jeu et du nous, c'est une question qui est en rapport au degré d'engagement. C'est-à-dire que quand je veux prendre de la distance par rapport au sujet, les gens préfèrent dire nous parce que le jeu est dilué dans le nous, et par moment, pour faciliter les choses, on préfère le jeu. Mais comme vous l'avez bien dit, moi je pense que la question de la subjectivité et l'objectivité n'est pas liée à l'utilisation du jeu ou du nous, mais elle est liée aussi à la manière avec laquelle on aborde le sujet et quelle position on prend en argumentant ou en exposant une situation ou un phénomène. Exactement. Pour rebondir juste par rapport à... J'ai bien aimé le mot que vous avez utilisé pour parler du lien qui unit le candidat et le correcteur, le mot séduire. En fait, je pense que c'est ça le plus important, c'est d'essayer de pousser, parce qu'en fait, dans le mot, il y a une séduction mutuelle, c'est-à-dire que quand vous travaillez, vous faites une belle présentation, celui qui va vous lire, il va sentir que vous avez fait un effort pour présenter, vous avez fait un effort pour vous préparer, et il va répondre à cette séduction en vous récompensant, en vous donnant une bonne note. Moi, je pense que c'est d'ailleurs la phase de préparation joue un très grand rôle dans la réussite. Elle détermine la réussite. D'accord? Il faut que les candidats apprennent à cibler leurs lacunes. D'abord, comme a dit Céline, en matière de langue, s'il y a des choses que je ne maîtrise pas, il faudra, la phase de préparation, il faut consacrer ces moments-là à fixer en fait ces lacunes en matière de langue. Par rapport à la méthodologie, vous pouvez vous exercer. Il y a pas mal de groupes qui publient des sujets. Donc, vous pouvez choisir un sujet et vous exercer. D'ailleurs, il y a ceux qui ont du mal à rédiger. Donc, prenez un sujet et essayez de faire des rédactions et faites-vous lire par une personne tierce. Elle pourra vous donner des avis là-dessus. Ça reste un très bon outil. Donc, et aussi, par rapport aux informations, vous n'allez pas tout lire. Apprenez à cibler aussi l'essentiel. Personnellement, là où j'étais, à l'université de Mostaganem, j'ai eu une très bonne formation en méthodologie, en linguistique, en sociolinguistique. Par contre, j'avais des connaissances très maigres en analyse du discours. Donc, j'ai consacré vraiment ma préparation à ça. J'ai essayé de travailler mes lacunes. Donc, je vous conseille de cibler vos lacunes et de commencer par les choses que vous maîtrisez le moins et de laisser en dernier les choses que vous maîtrisez le plus. Donc, la dernière semaine, vous la laissez aux choses que vous maîtrisez le plus pour revoir à la va-vite. Voilà. Très bien. Juste me concernant, un petit mot de la fin me concernant. Je dois malheureusement vous quitter. Je travaille à 13h. Il ne me reste que 10 minutes pour aller au boulot. Donc, je vais faire la navette. Donc, je tiens à remercier Dr Hafdallah de nous avoir accordé cet entretien aujourd'hui et d'être si brillante dans l'exposition de son volet psychologique. Il y a de l'expérience derrière, il y a beaucoup de talent, il y a aussi une envie d'aider cette nouvelle génération à aller de l'avant.
Je tiens aussi à remercier le modérateur Borhan Beljazzar, qui est inscrit en D4 à Blida. Je tiens à remercier mes collègues Hayat Boujma et Nesrine Nasser à l'ENS d'Alger, mais surtout l'ANECLEA, qui nous a à tous donné cette opportunité. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Salam alaikum. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, Hafid. Inch'Allah. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Nesrine? Normalement, On n'a pas pris en charge. il y a la remarque de Faisal. Oui, On peut parler de ça? vas-y. Ah, il me dit là, la remarque de Faisal, je suis en train de chercher le mot. Nesrine, à mon avis, celui qui gagne le concours dès la première fois peut être plus expérimenté et plus intelligent que celui qui fait des échecs. Est-ce que j'ai dit que celui qui... Quand j'ai parlé de la différence entre un gagnant et un gagneur, j'ai dit qu'il faut que celui qui fait... Le gagneur, c'est celui qui fait des efforts, qui consacre son temps et son énergie malgré la situation en difficulté. Ça veut dire qu'il essaie de trouver des stratégies malgré la difficulté. Et je n'ai pas dit que celui qui va avoir le concours avec difficulté est plus intelligent que celui qui a eu le concours dès la première fois. Je vous invite de revoir le direct et de comprendre, de prendre le temps de comprendre ce que j'ai dit. Et merci beaucoup, Faisal. Merci pour l'intervention. Il y a une autre question. Madame Hayat, on doit clôturer. Oui, juste une dernière question et en clôture. La préparation du concours vous a pris combien de temps? Alors, bon, moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire une formation de 3e cycle. Donc, c'est vraiment une préparation à long terme. Donc, mais d'autres personnes ont commencé des mois avant. Bon, pour moi, c'était dès la licence, j'étais déterminée à le passer à mon concours de doctorat. Donc, c'était vraiment une préparation à long terme. Il y a ceux qui peuvent préparer les derniers mois, ça peut suffire. Sinon, il reste un mois. Mais pour vous préparer, essayez de cibler l'essentiel. Et je le répète, je l'ai dit et je me permets de le répéter, lacune en langue, méthodologie et documentation. Par rapport à la documentation, allez à l'essentiel. Par rapport à la méthodologie, essayez de vous exercer à ça. Et pour les lacunes en langue, essayez de le fixer. Il y a pas mal de sites pour ça, que vous pouvez consulter. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire. Madame Hafdallah, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? D'abord, je tiens à vous remercier d'abord pour les doctorants, chers doctorants, parce que vous avez quand même partagé quelque chose de très personnel. Ce n'est pas évident de parler en public comme ça, de présenter son expérience. Je vous salue pour vous le courage et pour la synthèse que vous avez donnée de votre expérience. Ce n'est pas quelque chose de courant qu'on trouve des personnes qui présentent comment ils ont fait. Vous avez partagé vos expériences qui sont très, très riches. Des expériences qui montrent à quel point, quand on tient à un objectif, comment on peut l'atteindre et que rien ne peut nous arrêter. Et je trouve qu'il y a aussi, il y a quelque chose de comme on dit, la réussite n'est pas en rapport avec l'intelligence. On ne réussit pas parce qu'on est plus intelligent. On réussit parce qu'on a confiance en nos compétences. On réussit parce qu'on est persévérant. On réussit parce qu'on veut
arriver, on s'est tracé un objectif et on fait abstraction de toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on peut avoir en cours de route. Donc, je vous remercie pour le partage de vos expériences. J'ai appris certaines choses sur votre spécialité. Je vous remercie. Ça a été aussi instructif pour moi. Je remercie encore une fois l'association Enecléa pour toutes les activités qu'elle est en train d'organiser et surtout à Madame Wahib qui m'a donné cette belle occasion pour vous rencontrer. C'est dommage qu'on se retrouve dans une université, dans la même université, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion de discuter, l'occasion de partager comme ça des expériences, de partager nos connaissances. Je pense que ce webinaire a été une belle initiative, une belle rencontre scientifique et aussi humaine et personnelle. Donc, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Merci à vous, Madame. Beaucoup de courage dans vos projets, que ce soit pour la préparation de vos thèses ou pour d'autres projets. Merci beaucoup, Madame. Merci, Madame. Votre intervention elle est vraiment très riche. J'espère que je suis sûre que ça va aider les candidats au concours de doctorat. Nesrine, un mot pour clôturer, peut-être? Je tiens juste à remercier les membres de l'ANECLEA dont je fais partie et j'invite, je vais profiter de cette occasion pour inviter mes chers mastérants et doctorants, docteurs, enseignants, rejoignez-nous et adhérez à notre association parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et nous aurons l'occasion de partager et de blocage. Et de s'enrichir mutuellement. Partager et s'enrichir mutuellement. Voilà. Et être active aussi dans la recherche scientifique. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et je vous remercie, Madame, Dr Habdallah, pour votre présentation très intéressante. Et mes camarades Afif et Hayat, et pour les participants aussi pour vos questions. Je remercie aussi Dr Wahib pour la confiance et cette très belle initiative. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, Nesrine. Alors, n'hésitez pas à adhérer à l'ANECLEA. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à Madame Habdallah, à Nesrine, à Afif et à Burhan. Burhan a sûrement un problème de connexion. Et à une prochaine fois. Et abonnez-vous à la page. Le live sera rediffusé sur Facebook, enregistré sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez le consulter. À très bientôt et je vous remercie pour votre attention. Merci. Bye.